avec nous pour ce club Pablo Piovigien. Bonjour Pablo. Bonjour. Merci d'être là, rédacteur en chef de la revue Le Regard et Louis Morin. Merci également Louis d'être avec nous, journaliste politique et réalisateur. On va parler avec vous des 5h30 d'audition de François Bayrou devant les députés sur l'affaire Betaram, une audition tendue qui a tourné à la joute politique entre le Premier ministre et la France insoumise. Y voit-on plus clair sur ce que savait François Bayrou? A-t-il réussi à mettre fin à la polémique ou se-t-il défaussé de ses responsabilités, comme le dit LFI? On verra ce que vous en pensez. Et puis Audrey, on va revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron et notamment sur un point. Emmanuel Macron, il est d'accord pour donner plus de pouvoir aux polices municipales. Oui, la police municipale qui pourrait peut-être bientôt nous dresser des amendes, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. C'est à suivre dans quelques instants, mais d'abord, c'est l'heure de votre reportage Audrey, c'est l'info dans nos régions. Et les agressions envers les pompiers qui font malheureusement une fois de plus la une de l'actualité avec ce drame à Évian-les-Bains. Et de nombreuses questions ont été posées hier au Sénat sur les réponses à apporter. Et Audrey, vous êtes allée pour notre reportage en région à la rencontre de ces pompiers en crise. Oui, en effet, et c'est une particularité française, je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des secours sont assurés par des pompiers volontaires, 80%. Mais les chiffres de l'engagement dégringolent. En moyenne, un pompier s'engage à peu près 11 ans contre 20 ou 30 ans il y a encore quelques années. L'actualité, vous l'avez dit, a montré que les pompiers volontaires sont aussi la cible de violences qui peuvent gréver ces vocations. Alors on est allé en reportage en Seine-Maritime, près de Rouen, pour aller interviewer ces fameux pompiers volontaires et prendre le pouls. C'est un réflexe. Dès l'arrivée à la caserne, l'inspection du matériel. À chaque prise de garde, on vérifie la pression, le système sonore, voir si tout est réglementaire pour pouvoir s'engager et partir en intervention. Dimitri et Astouliz sont pompiers volontaires depuis 8 et 5 ans, dans la commune de Pavilly, près de Rouen. Pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est la commune où je suis née. Je suis née à Pavilly, j'ai grandi à Pavilly. Quand j'étais petite, je voyais les sapeurs-pompiers de Pavilly intervenir auprès de mon domicile. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de me dire que j'ai maintenant intégré ce centre de secours. Une caserne qui fonctionne uniquement avec des pompiers volontaires. Ils sont une cinquantaine. J'ai toujours vécu dans ce coin-là et finalement être pompier volontaire, c'est aider les gens qui sont autour de moi et que je côtoie au quotidien. Un dévouement qui rencontre des limites. La France connaît une crise du volontariat. Il manquerait 50 000 pompiers. Difficulté à sacrifier son temps libre, problème de fidélisation, interventions de plus en plus nombreuses. Les pompiers ont aussi en tête les agressions dont ils peuvent être victimes. Je pense que tout sapeur-pompier volontaire a dans un coin de sa tête ses possibilités. Ça nous est quasiment tous déjà arrivé de tomber sur une intervention avec une victime ou des témoins plus ou moins virulents. Je pense qu'on sera tous confrontés à ces problématiques. Il faut qu'on continue de se former et de faire attention sur intervention. Oui, ça peut avoir un impact sur l'engagement et sur le maintien en engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires. Ça peut être abîmé par ce genre de problématiques qu'il faut condamner fermement, je pense. Mais le principal problème, c'est de cumuler emploi et volontariat, car les pompiers volontaires ont tous un métier à côté. On n'est pas professionnel, on travaille à côté, et le temps disponible, on se note et on a un petit bip. Et dès que ça sonne, on se déplace à la caserne en 7 minutes pour partir en intervention le plus rapidement possible. Si je finis le boulot vers 18h, je me note vers 19h. Si je commence à 6h30, 7h, je m'arrête à 5h, histoire de prendre marge sur l'intervention. Mais c'est surtout en semaine et en journée que les forces manquent. Alors les pompiers de Seine-Maritime mettent en place des conventions avec les employeurs du secteur public et privé. Ces conventions sont faites sur mesure entre l'employeur, le SDIS 76 et également l'employé. L'employeur peut être rémunéré sur une base entre 8 € et 12 €. Le fait qu'il laisse son employé partir en intervention et à disposition du SDIS. L'objectif, inciter les entreprises à libérer leurs employés pour qu'ils partent en intervention. L'enjeu est de taille. 80% des pompiers en France sont volontaires. La survie de nombreuses casernes dépend de leur engagement.
Peut-être une précision, Oriane, si jamais ce reportage a suscité des vocations. Sachez que pour être pompier volontaire, il n'y a pas besoin, comme on a vu sur certaines images, de pouvoir remonter la corde à main nue. Il faut avoir une bonne condition physique, il faut surtout avoir 18 ans pour partir en intervention, savoir nager, ne pas avoir de casier judiciaire et habiter à moins de 7 minutes d'une caserne. Mais sinon, tout un chacun, nous, on peut être pompier volontaire. Vous avez une question ? La corde, ça va encore, c'est l'épreuve de la planche qui fait peur à tout le monde. Et ben ça, c'est plutôt les pompiers professionnels. Hein. Quand on est pompier volontaire, voilà, Louis peut être pompier volontaire. Avec Pablo, on sait quoi faire. Pour vous. Si vous habitez pas loin d'une caserne, voilà, c'est possible de s'engager. Peut-être en réaction au reportage, on le voit, il y a 80% des secours qui sont assurés par des pompiers volontaires. Il y a des casernes qui peuvent fermer aussi si on manque de pompiers, parce que pour faire partir un camion, en fait, il faut 3 personnes avec des qualifications différentes. Je ne sais pas si vous avez peut-être un avis, un retour sur finalement ces secours qui tiennent avec le volontariat en France. Non, mais ce qui est frappant, si vous voulez, c'est effectivement, on constate qu'il y a 10% d'engagement de moins de bénévoles sur l'année 2024 par rapport à l'année précédente. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, lorsqu'on voit ces chiffres, et notamment plus de 1400 agressions en 2024, contre les pompiers. Dans 3 cas sur 4, il s'agit des victimes eux-mêmes qui viennent secourir, que les pompiers viennent secourir, qui agressent leurs secouristes. Forcément, ça ne participe pas quand même à l'engouement que ça devrait susciter. Donc on a de la chance quand même d'avoir encore aujourd'hui en France des personnes qui, pour servir, continue de s'engager, et il faut le souligner, il faut tout faire pour l'encourager, et il faut évidemment lutter contre toutes les formes d'agression que l'on connaît vis-à-vis des pompiers, qui sont très souvent perçus aussi dans un certain nombre de quartiers comme des représentants de l'autorité, comme des représentants de l'État. Oui. Un mot sur le volontariat, parce que c'est vrai que c'est beau en fait d'imaginer qu'on est protégé par le peuple français. C'est ça l'idée en fait qui prône, qui était la même d'ailleurs, idée révolutionnaire qui disait c'est le peuple français qui va nous défendre, et donc c'est pour ça que les militaires étaient des conscrits, étaient choisis dans la population. C'était pas des militaires de métier. Bien, c'est la même chose pour les pompiers. Donc c'est à protéger. Les problèmes qu'a mentionné Louis et que vous avez mentionné dans votre reportage, notamment les agressions, sont absolument catastrophiques et font énormément de mal à la profession. Il faut savoir, je suis allé regarder les chiffres du ministère de l'Intérieur, le plus souvent, c'est donc effectivement lié à plus de 80%, c'est des victimes eux-mêmes qui attaquent les policiers, et c'est très souvent lié à la consommation ou d'alcool ou de drogue. Donc c'est lié au sujet qu'on va peut-être aborder tout à l'heure, à la question du narcotrafic, à la question du surusage, de surconsommation d'alcool. C'est la question, la crise des vocations pour devenir pompier volontaire est liée à des conditions matérielles de l'exercice du volontariat de pompiers qui sont aujourd'hui dégradées. C'est ça qu'il faut reconstruire. Oui, mais voilà, tout n'est pas dû uniquement à la consommation de stupéfiants ou à la consommation d'alcool. Voilà, la consommation d'alcool, c'est un problème que les pompiers ont toujours eu à gérer, et ça n'explique pas l'augmentation des agressions dont ils sont victimes. En revanche, il y a eu plutôt une baisse ces dernières années. Mais... 1400 agressions sur 2024. C'est beaucoup trop, mais c'est quand même beaucoup. Et ce qu'on constate également, c'est qu'il y a une répétition des phénomènes d'agression organisés, des guet-apens, notamment dans un certain nombre de quartiers, où ça devient un jeu, parfois, d'aller se faire des pompiers, où ils appellent les secours, et une fois que les pompiers arrivent, ils les caillassent, ils les frappent. Voilà, il y a eu plusieurs incidents de la sorte qui avaient été relayés l'année dernière sur les réseaux sociaux, et effectivement, ça c'est absolument inacceptable, parce que, si vous voulez, l'alcool, les stupéfiants, ce sont des révélateurs, ce sont des exhausteurs, mais lorsque on a l'image de l'autorité et de la défiance, lorsque on pense depuis son plus jeune âge, ou lorsqu'on a été bercé dans cette culture de la délinquance et cette culture de l'agression vis-à-vis des pompiers, parce que ce sont des représentants de l'État, eh bien forcément ça participe aussi à la banalisation des agressions, et donc ça fait que lorsque vous avez des individus qui sont en état d'alcoolisation extrême ou sous stupéfiants, ils passent à l'acte. Je pense que les guet-apens dont vous parlez sont ultra minoritaires quand
même dans les agressions aux policiers. J'ai regardé les chiffres du ministère de l'Intérieur dans un discours de Gérald Darmanin. Il y a bon nombre de quartiers dans lesquels les pompiers ne peuvent pas se rendre aujourd'hui s'ils n'ont pas d'appui policier. Et c'est le cas également lors des soirs de match ou ailleurs. Et le problème, c'est que ce sont les victimes que les pompiers doivent venir secourir qui en sont doublement victimes. Et plusieurs sénateurs ont interrogé hier le gouvernement sur ces agressions dont sont victimes les pompiers. On va écouter la réponse du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, devant le Sénat. Je pense qu'on ne réglera pas l'hyperviolence, notamment des mineurs, sans une réforme, mais au-delà d'une réforme, une révolution pénale, puisque aujourd'hui on a choisi d'enfermer tous ces jeunes dans des longs parcours de violence où la sanction tombe trop tardivement, lorsque souvent il y a des crimes de sang. Et en tout cas, on ne peut même plus eux-mêmes les rattraper. Donc pour la victime, c'est trop tard, et pour eux-mêmes, c'est aussi trop tard. J'appelle cette réforme depuis longtemps de tous nos voeux. Pablo, il faut une révolution pénale ? Je ne le crois pas. Tout à l'heure, quand je parlais des conditions matérielles de l'exercice du métier de pompier, ça vaut aussi pour nos vies et la tranquillité publique. Je ne crois pas qu'en augmentant les peines, en étant de plus en plus sévères, j'aimerais bien que ça soit possible, qu'en mettant des peines vachement plus dures, en mettant plus de policiers dans la rue, ça résolve la question de la sécurité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de policiers que l'on a sur un territoire et le nombre d'agressions. Ça ne fait pas baisser, hélas, le nombre d'agressions. Et dans le même temps, avoir des peines beaucoup plus fortes contre énormément de délits, voire de crimes, ça ne fait pas baisser ni le nombre de délits, ni le nombre de crimes. Il n'y a qu'à voir les pays dans lesquels il y a des pays qui ont des peines, mais absolument horribles, jusqu'à la peine de mort. Et ils ont beaucoup plus de policiers dans la rue. Un des pays les plus policiers, c'est la Russie. Il y a aussi une violence dans la société qui est très très importante. Donc il n'y a pas de corrélation. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de mettre en place un durcissement en fait de cette politique pénale. Encore une fois, ça tient aux conditions matérielles de notre existence. Apaiser la société, ça veut dire réfléchir à ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure Louis l'a dit, il y a des gens qui ont des parcours de délinquance qui commencent dès le plus jeune âge et dont ils n'arrivent pas à envisager ou dont nous n'arrivons pas collectivement à envisager une sortie de ce parcours de délinquance. C'est-à-dire que tu es délinquant à 3 ans, enfin non, j'exagère, ça ne veut absolument rien dire d'être délinquant à 3 ans, mais en gros tu es condamné dès ta naissance, tu es condamné à un parcours de délinquance dès le plus jeune âge. Et donc il faut trouver les moyens en fait d'en sortir. Et ça veut dire donner des horizons à notre jeunesse, donner des horizons à notre population. Apaiser la société, ça fait des décennies qu'on le fait. Ça fait des décennies qu'on investit dans la politique de la ville. On a investi plusieurs dizaines de milliards d'euros dans la politique de la ville pour tenter d'apaiser la société, pour tenter de donner plus à ceux qui ont peu et lorsqu'on trouvait des excuses sociales à la délinquance. Et on se rend compte que cela ne fonctionne pas. Qu'en réalité, ce n'est pas un problème, la délinquance n'est pas un problème stricto sensu social, mais un problème multifactoriel dont l'éducation est probablement la première cause. Et donc, pour y faire face, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un arsenal pénal qui n'est pas adapté. Attends, tu dis que le problème c'est l'éducation et après tu me dis on va changer l'arsenal pénal. Mais bien sûr, parce que les deux vont de pair, Pablo, les deux vont de pair. La réponse ferme, notamment sur la justice des mineurs, c'est absolument indispensable, parce que évidemment que ça va de pair avec l'éducation. Lorsque vous avez des mineurs qui sont délinquants, alors vous preniez l'exemple d'un délinquant de 3 ans, bon, moi je n'irai pas jusque-là, mais vous avez quand même beaucoup de mineurs qui, dès 12 ans parfois, sont engagés par des réseaux de criminels, des réseaux de criminels organisés notamment dans le trafic de drogue pour être guetteurs et qui sont rémunérés pour cela et qui par la suite de guetteurs deviennent commercial de stupéfiants et continuent dans le réseau. Si vous ne réagissez pas de manière extrêmement ferme dès
la première incartade. Eh bien, la réalité, c'est que vous incitez les plus jeunes à rentrer dans un schéma de croissance de la délinquance. Il faut répondre de manière extrêmement ferme et extrêmement rapide, avec des peines courtes et immédiates. Et c'est ça le problème de notre système aujourd'hui pénal, c'est qu'on est incapable de le faire. Les pays nordiques qui l'ont mis en place déjà maintenant il y a plusieurs décennies connaissent une baisse drastique de leur taux de délinquance et de leur taux de criminalité. On va revenir sur l'une des annonces d'Emmanuel Macron. Il y a sa volonté, Audrey, de donner plus de pouvoir aux polices municipales. Oui, Emmanuel Macron a même annoncé un futur projet de loi en ce sens. Il était interpellé à ce sujet mardi dernier par le maire d'extrême droite de Béziers, Robert Ménard. Emmanuel Macron, il a dit « Je souhaite que le gouvernement puisse prendre une loi qui donnera la possibilité à tous les maires qui le souhaitent que leur police municipale puisse, avec son accord, travailler sous l'autorité du procureur pour pouvoir faire les saisines, les flagrances et les amendes forfaitaires délictuelles. Parce que c'est vrai que pour l'instant, un policier municipal ne peut pas dresser d'amende. Oriane, s'il est témoin d'une infraction, il doit demander du renfort à la police nationale. Ça fait donc partie des revendications des policiers municipaux de longue date. Ils demandent depuis longtemps la création d'un statut d'officier judiciaire de police municipale. C'est aussi l'un des points sur lesquels travaille un Beauvau des polices municipales qui a été lancé il y a un an et qui est chapeauté en ce moment par François-Noël Buffet, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Et l'annonce d'Emmanuel Macron a suscité des réactions. Les syndicats de la police nationale, eux, n'approuvent pas forcément. Pour eux, chacun son métier. Ils estiment que ce sont des compétences qui s'acquièrent avec le temps, l'expérience et les formations. Le sénateur socialiste Jérôme Durin, qui suit de près ces questions régaliennes, ne comprend pas non plus l'initiative. C'était hier aux questions d'actualité au gouvernement. Écoutez. Chacun peut d'ailleurs ressentir la gêne de voir le président de la République ratifier les unes après les autres les propositions du maire de Béziers. Que reste-t-il de l'État régalien quand on transfère des compétences de police autant par incapacité à faire que par volonté de décentraliser ? Voilà, alors lui, il ne comprend pas. En tout cas, il y en a un qui est ravi et qui l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. C'est David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Depuis des mois, l'AMF travaille avec le ministère de l'Intérieur pour permettre aux maires de choisir d'élargir les compétences de leur police municipale. Le président de la République indique y être favorable, tant mieux, nous dit-il. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promet un texte dans quelques semaines, un texte qui ira, d'après lui, très loin dans les prérogatives des policiers municipaux. Il faut augmenter les pouvoirs des polices municipales, Pablo ? Il faut voir en fait dans quoi ça s'inscrit. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron fait cette proposition, c'est avant tout pour dire oui à Robert Ménard qui l'interrogeait sur TF1. Si Emmanuel Macron prend cette décision, c'est pour dire à son côté le plus à l'extrême droite, pour leur dire oui, vous voyez, je vous écoute et je vais vous faire des propositions qui vont dans le sens de ce que vous me demandez. Après, sur le fond, il faut voir aussi les logiques en fait qui sont à l'œuvre. Moi, la décentralisation, en soi, je suis plutôt pour. Et je me dis, si jamais ça pouvait permettre en fait à des officiers, en l'occurrence de police municipale, de récupérer une compétence et de l'intégrer. Ce que vous avez dit est très juste. C'est-à-dire que, et ce qu'ont dit d'ailleurs les syndicats de la police nationale, de dire attention, en fait, donner une amende, pouvoir verbaliser dans la rue, c'est pas quelque chose, c'est pas une compétence comme ça qui est facile à exercer sur le territoire. Ça nécessite une culture que la police nationale aujourd'hui a, et ce depuis longtemps. Il faut aussi avoir en tête que une des raisons, je reviens toujours à la création de la République, mais à la Révolution française, avant la Révolution française, dans l'Ancien Régime, il y avait des polices municipales, enfin des polices décentralisées. La Révolution française, elle a dit tout ça, c'est fini, parce qu'il y avait la possibilité de créer des fiefs. Et c'est ça quand même le danger, c'est avoir que les maires, mais même si j'ai moi totalement confiance dans les maires, mais le risque c'est quand même d'avoir des maires qui créent des espèces de milices locales. Milices locales, la loi restera la même sur l'ensemble du territoire, donc il n'y a pas vraiment de risque en la matière. Concernant la déclaration d'Emmanuel Macron, la seule question qui vaille, c'est est-ce que la situation actuelle est satisfaisante ou pas ?
de toute évidence, là aussi, elle ne l'est pas. Parce que vous avez des policiers municipaux, parfois, effectivement, qui réussissent à faire beaucoup d'interpellations, notamment sur le trafic de stupéfiants. Par exemple, à Nice, l'année dernière, 1400 interpellations par la police municipale. C'est quand même conséquent sur le trafic de stupéfiants. Et systématiquement, ils sont obligés de faire appel à un OPJ, un officier de police judiciaire de la police nationale pour poursuivre la situation. Et le problème, si vous voulez, c'est la perte de temps, c'est la perte d'efficacité. Si on délègue une partie des pouvoirs de la police nationale à la police municipale, on pourrait faire gagner du temps finalement à tous les acteurs, et là ça peut être intéressant. Je voudrais juste souligner très rapidement, Oriane, parce que je vois des grands signes, mais je voudrais juste souligner qu'il y a quelques années encore, tout le monde était contre l'armement des polices municipales, et maintenant tout le monde y vient, y compris par exemple le maire de Bordeaux, qui est pourtant un maire Europe Écologie Les Verts, et il y a encore un peu plus longtemps, tout le monde était contre la vidéoprotection, et maintenant effectivement c'est généralisé dans toutes les villes. On va passer à Bétarab. L'audition aura donc duré 5h30, durant lesquelles François Bayrou a répondu avec virulence aux questions des députés sur l'affaire Bétarab, se défendant de tout mensonge. La France insoumise l'accuse d'éluder ses responsabilités. Jonathan Dupriez. C'est dans une ambiance tendue, voire électrique, que François Bayrou a répondu aux députés hier. Auditionné par la commission d'enquête sur les violences du lycée Bétarab, le Premier ministre a tenu à prouver, notes et documents à l'appui, qu'il n'était pas au courant des agissements de l'établissement alors qu'il était élu du Béarn et ministre de l'Éducation nationale. Je maintiens que les seules informations que j'ai eues étaient celles qui étaient dans le journal. Je n'en ai pas eu d'autres. Et je n'ai pas eu d'autres informations, ce que votre question induisait. Sur la forme, l'audition de 5h30 a été régulièrement émaillée de joutes verbales entre François Bayrou, les rapporteurs ou la présidente de la commission d'enquête. Ce qui m'embête, c'est que je vous ai demandé à l'avance les documents que vous alliez projeter. Vous m'avez donné une liste. C'était pas dans la liste. Vous m'avez demandé de vous soumettre à l'avance les documents. Et je n'avais aucune envie de vous soumettre les documents. Excusez-moi. Sur le fond, le Premier ministre a remis en cause la parole de certains témoins auditionnés précédemment. Il a surtout pointé du doigt celui de Françoise Guélung, une ancienne professeure de Bétarab, ayant alerté dès 1995 sur les violences. Je suis quotidiennement diffamé avec des affirmations qui reposent en grande partie sur le témoignage de cette dame. La commission d'enquête a souvent viré au bras de fer avec l'un des rapporteurs insoumis, le député Paul Vannier, régulièrement accusé par le locataire de Matignon de lui attenter un procès politique. Monsieur Vannier, j'ai déjà décrit votre méthode qui consiste à essayer de tirer la réalité pour nourrir un procès en scandale. Cette méthode, si je peux, je ne la laisserai pas prospérer. Au sortir de l'audition, le Premier ministre s'est ouvert à la presse, soulagé d'avoir pu s'expliquer. Événement par événement, accusation par accusation, on a pu montrer que tout était sans fondement. L'audition fleuve, souvent confuse et très politique, aura sans doute apporté plus de questions que de réponses sur l'affaire Bétarab. 5h30 d'audition, est-ce que, comme le dit Jonathan, on a eu plus de questions que de réponses ? Oui, enfin, le problème, c'est que c'est surtout un dévoiement du pouvoir législatif. Cette commission d'enquête parlementaire n'aurait jamais dû s'intéresser à François Bayrou et à cette question qui est, pardon, mais extrêmement secondaire, de savoir si François Bayrou avait eu connaissance des faits. La question principale, ce sont les faits eux-mêmes. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour les victimes de ces faits-là, pendant plusieurs décennies, qui aujourd'hui assistent à un spectacle bien désolant, dans lequel on ne parle quasiment pas d'elles, ni des faits qu'elles ont vécus. Non, la seule question qui intéresse, c'est est-ce que François Bayrou était au courant ? Une commission d'enquête parlementaire, il faut rappeler, moi j'aime bien toujours m'intéresser aux fondamentaux. Une commission d'enquête parlementaire, elle a pour objectif de contrôler l'exécutif. Elle n'a pas pour objectif d'épier un ministre, un Premier ministre sur son passé et sur ce dont il a eu ou pas connaissance il y a plusieurs décennies. C'est une question qui peut être intéressante pour le pouvoir judiciaire, mais ce n'est pas au pouvoir parlementaire de mobiliser des moyens pour enquêter sur cette question à des fins politiques. On assiste véritablement à un dévoiement du principe même d'une commission d'enquête parlementaire à des fins politiques. Et moi, je voudrais justement comparer avec les commissions d'enquête parlementaire que l'on a pu connaître au Sénat il y a quelques années, qui au contraire
eh bien, elle s'intéressait réellement au pouvoir exécutif en place et à ce qu'elle faisait actuellement. Je veux parler par exemple de celle qui était présidée par Philippe Bas. Et effectivement, la France entière, à ce moment-là, a souligné eh bien, le travail de cette commission d'enquête parlementaire comme étant un réel contre-pouvoir efficace pour la démocratie. Et avant de vous entendre, Pablo, on va écouter Alexis Corbière, qui est député écologiste, et Jean-Philippe Tanguy, le député du RN, c'était ce matin. Il a 43 ans de mandat politique dans la région. Il a tout eu. Et il nous dit, c'est la tonalité de son intervention hier, pas vu, pas entendu, pas lu quand on lui dit de la presse, pas intervenu. Mais est-ce crédible? Un Premier ministre qui vient devant une commission parlementaire, qui s'en prend à la sincérité de la commission parlementaire, au-delà de ce qu'il pense du rapporteur, de moi, etc. Mais il s'agit tout de même de représentants du peuple. Et après, il explique que les journaux, qui sont les relais des lanceurs d'alerte, font en quelque chose une saleté et que lui, par hygiène mentale, il ne le lit pas. Mais je trouve qu'il y a là-dedans du trumpisme. Hier, c'était le trumpisme, à la sauce béarnaise. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec des attaques permanentes. Je suis très gêné par la tournure que prend cette commission d'enquête. Pourquoi? Moi, j'en ai mené une commission d'enquête sur les ingérences. On n'est pas un tribunal, nous ne sommes pas des procureurs. Et là, j'ai senti quand même dans quelques extraits assez longs néanmoins que j'ai regardés, un vrai malaise là-dessus. On a la volonté quand même de la France insoumise, il faut bien le dire, et du reste de la gauche, de transformer cette commission d'enquête en inquisition. Donc, moi, je ne défends pas M. Bayrou. Je trouve évidemment que les victimes qui ont pris la parole, ou qui ont pris la parole pour les autres, sont très courageuses, doivent être entendues et respectées. Mais s'il y a des faits, c'est à la justice de les traiter. Et M. Bayrou n'a pas à être soumis à la question et à la torture pendant 5h30. Est-ce que la commission d'enquête est allée au-delà de son rôle? Est-ce qu'on était dans de l'inquisition, comme le dit Jean-Philippe Tanguy? En tout cas, tout ça était assez gênant à voir et à observer, notamment en premier lieu la défense de François Bayrou. Enfin, je veux dire, tout était d'une confusion. Enfin, je veux dire, je ressors de ces... Alors, j'ai pas tout regardé, au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter parce que c'était... 5h30, c'est un peu long. 5h30, c'est un peu long, enfin... mais du coup, j'ai quand même regardé plus de 3h30 et c'était, mais embrouillé. Comme l'a dit le journaliste dans votre reportage, enfin, on ressort avec plus de questions que de réponses, quoi. Donc tout ça a été très embrouillé. Est-ce que c'est le rôle de la commission d'enquête, puisque c'est la question que vous vous posez tous les deux? Honnêtement, je pense que ce n'est pas le sujet. C'est quand même un... Bah si, pardon, mais c'est avant tout le premier des sujets. Oui, si tu veux. La question, c'est que ça pose une question. La France entière, en fait, a découvert cette affaire Betaram, qui est d'une violence absolument inouïe. Et au cœur de cette affaire, un des cœurs de cette affaire Betaram, c'est la personne qui occupe aujourd'hui Matignon, c'est-à-dire le Premier ministre de la France. Donc, bien évidemment, c'est une question première à laquelle les députés, par cette commission d'enquête, ont souhaité tenter d'apporter des réponses et de démêler le vrai du faux dans ce que raconte François Bayrou, qui quand même passe son temps en fait à se contredire. On ne peut pas utiliser son mandat parlementaire à des fins politiques et dévoyer les institutions Louis, comme ça. Vous détournez en fait le mais sujet. Non, justement, c'est pas moi qui le détourne. Justement, c'est la commission d'enquête parlementaire qui détourne son rôle. La question de la vérité et des mensonges dans ce que raconte François Bayrou depuis maintenant le début du dévoilement de cette affaire est une vraie question. Il est Premier ministre de la France. C'est pas un simple justiciable qui se balade dans la rue. C'est le Premier ministre de la France. Donc on attend du Premier ministre de la France qu'il ne mente pas sur des sujets absolument aussi graves. Écoutez, non mais... C'est votre droit à lui de dire pas le principe d'une commission. Non, mais non, c'est pas... Au contraire, moi, évidemment, cette affaire, elle m'émeut. Moi-même, j'ai été parfois dans... J'ai grandi, j'ai été dans une école catholique. C'est évidemment que ça m'émeut. Mais pour autant, la question, c'est réellement quel est le rôle que l'on veut donner à nos institutions. Et est-ce qu'on accepte qu'elle soit... Mais un Premier ministre qui ment, déjà, ça c'est vous qui le dites. Personne ne dit qu'il... Non, mais c'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée. Et donc vous voulez créer des commissions d'enquête parlementaire sur toutes les déclarations d'un Premier ministre pour vérifier qu'il ment ou qu'il ne ment pas? S'il le faut, oui.
S'ils le font, oui. Je suis vraiment désolé. C'est important. C'est important. Les Français ont le droit, en fait, de savoir. Et je pense que c'est le rôle des députés de la nation d'essayer de débrouiller le vrai du faux en la matière. Mais le truc le plus problématique, c'est qu'à la fin, a priori, François Bayrou ne démissionnera pas ou ne sera pas démissionné, comme on dit. Et ça montre que sa faiblesse, la faiblesse de son institution, la faiblesse aujourd'hui du gouvernement, lui donne de la force pour rester à son poste. Et ça, c'est un paradoxe qui, à mon avis, est problématique en ce moment. Et on a bien compris votre point de vue à tous les deux. On va continuer à parler de ce sujet. C'est à la une de la presse régionale. L'audition de François Bayrou dans le cadre de l'affaire Betterame fait la une de certains de nos quotidiens, André. En effet, regardez, Midi Libre titre Bayrou ne lâche rien. Pour Sud-Ouest, c'était une audition sous haute tension, sous pression pour les dernières nouvelles d'Alsace. Le Premier ministre a été bousculé par les questions des députés, mais il s'est battu pied à pied, juge ce matin à la presse quotidienne régionale. Et nos quotidiens qui s'intéressent aussi au problème d'accès aux soins. Oui, la Charente Libre s'intéresse aux PADU. C'est ces médecins qui ont obtenu leur diplôme en dehors de l'Union européenne. Ils sont très nombreux à exercer en France et pourtant, ils ne touchent pas le même salaire que leurs homologues, 1 500 € mensuels, hors garde, moitié moins qu'un médecin remplaçant en début de carrière. Quand je vous dis qu'ils sont indispensables, le Conseil national de l'ordre, dans un audit, montre qu'ils exercent surtout dans les déserts médicaux. Et puisqu'il est question de déserts médicaux, je voulais vous parler d'une initiative lancée dans le Morvan que rapporte le Journal du Centre. Jussieu Secours France, c'est une société d'ambulance, déploie une unité mobile de télémédecine en soins programmés. Elle va dans des territoires. À l'intérieur, il y a un infirmier. Il reçoit les patients et il y a sur l'écran un médecin qui fait la consultation finalement en télé. Voilà, c'est une téléconsultation. Et l'infirmier, c'est les mains et les yeux du médecin. Donc voilà, c'est une expérience qui doit durer 3 ans, Oriane. Les agriculteurs aussi victimes de rodéos sauvages. Oui, ras-le-bol des agriculteurs de la région de Reims, nous montre l'Union. Ils sont régulièrement confrontés à des rodéos en quad, en moto. Ça a des conséquences sur le rendement. 1 hectare de betterave, ça se vend 2 550 €. Donc voilà, dès qu'il y a des dégâts, ça devient très compliqué. Un mot de légumes. Oui, c'est une belle initiative, transition toute trouvée vu qu'on parlait de légumes. C'est une initiative d'une agence immobilière, l'entreprise Nera Immobilier, qui cultive des légumes pour ses employés, pour leur vendre à prix coûtant. Moi, je trouvais que l'initiative était très belle. On termine par les marches de Cannes. Oui, Cannes, parce qu'hier, il y a l'équipe de Mission Impossible qui a monté les marches emmenées par Tom Cruise, avec un orchestre cannois qui les a accueillis au son du générique. Vous pouvez le mimer, parce que j'ai pas la musique, j'ai pas les droits. Merci beaucoup. Merci Audrey, merci Pablo et Louis d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.